Donc allez-y, voilà, on vous donne la parole. Voilà. Simplement, on se connaît, mais à chaque fois, rappelez simplement qui vous êtes et de quelle commune vous êtes l'élu. Bon là, je sais, c'est Pierre Ducou, le maire de Cestas. Alors là, oui. Donc merci, bonjour à tous. Donc Pierre Ducou, je suis un petit peu ces sujets-là, en particulier au niveau de l'urbanisme, dans le cadre, en étant rapporteur après avoir été président de la commission urbanisme. Donc quelques observations très très rapidement. D'abord sur la question du mode de fonctionnement des intercommunalités. On est toujours dans le cadre, est-ce qu'on est en supracommunalité ou est-ce qu'on reste en fédéral? Et en particulier, ce qui est fait dans beaucoup d'intercommunalités, ce sont des chartes ou des pactes, voire des accords de gestion en début de mandature. Et je prends l'exemple de mon secteur où il y a eu donc un accord de cogestion entre les sensibilités politiques, avec une majorité politique d'un côté et une minorité politique de l'autre, mais qui ont traité dans un cadre de cogestion qui en fait correspond à un système ultérieur fédéral, c'est-à-dire où ce ne sont pas forcément la sensibilité politique qui compte, mais ce sont les relations entre communes. Donc ce sont des éléments à suivre de près. Ensuite, la deuxième observation que je voulais faire, c'est que dans le cadre de notre association, donc il y a des communes centres de pays, et puis il y a des communes qui participent à des grandes agglomérations où aujourd'hui la discussion du territoire pertinent peut être éventuellement la définition de l'aire urbaine de l'INSEE. Et dans ce cadre-là, il faut aussi voir que des communes périurbaines peuvent avoir aussi un caractère dominant rural. Donc on se pose toujours la question du territoire pertinent et de l'organisation ou de la gouvernance du meilleur territoire pertinent. Et dans ce cadre-là, on se retrouve avec la gestion ou en gouvernance par l'intermédiaire des questions urbanisme, et en particulier dans le cadre du document qui a pris un peu plus de poids, du moins de lisibilité dans les dernières lois, qui est le SCOT. Le SCOT, voire l'InterSCOT, qui peut lui couvrir un territoire de quasi-département ou d'une grande aire urbaine. Et j'indique ça parce que dans ces questions de gouvernance, et on a parlé de métropole, on connaît tous l'exemple de Toulouse, où Pierre Cohen donc avait pu présenter certaines visions, mais où à Toulouse, à côté de la communauté urbaine, dont le territoire va être métropole en nom au 1er janvier de l'année prochaine, il y a un certain nombre de communautés d'agglomération, ici le Muretin ou le Sicoval, et qui travaillent ensemble dans un cadre de SCOT. Et à ce moment-là, un point intéressant est la discussion sur la gouvernance du SCOT et sur le poids ultérieur du SCOT. Voire, pour arriver au dernier sujet, le fait que, par exemple, chez nous, où on a donc un système qui correspond à ce que la DATAR avait indiqué à une certaine époque, c'est-à-dire un fonctionnement de l'aire urbaine dans un cadre de modèle Marguerite, un centre très intégré qui est une communauté urbaine, et puis 8 communautés de communes autour. Donc dans quelle mesure ce qui a été indiqué aussi, c'est-à-dire le nombre de représentants au syndicat mixte porteur du SCOT peut être vu en fonction d'éléments comme le nombre de communes, territoire, population, et comment ensuite cette structure peut suivre un certain nombre de sujets, en lien d'ailleurs avec départements ou régions. Un autre sujet, c'est simplement de dire que clairement, dans ces SCOT où aujourd'hui on est tous d'accord pour dire qu'il y a plusieurs niveaux de centralité, et depuis la centralité principale, il peut y avoir évidemment des services répartis sur un ensemble de grands territoires, sans aller prendre l'exemple de Lille avec Roubaix-Tourcoing en particulier. Donc là, ce sont quelques points qui sont, de mon point de vue, importants, en sachant qu'aujourd'hui, en dehors de compétences très techniques, les services principaux nécessaires à nos concitoyens sont la santé, les hôpitaux et puis éventuellement un aéroport. Et là, c'est un des points des implantations. On parlait de l'implantation des retraités en particulier, mais le retraité essaie de se mettre pas trop loin d'un très bon niveau d'hôpital, et c'est là que
la dimension métropole peut avoir évidemment un intérêt parce qu'en général, il y a ces services supérieurs. Et simplement pour terminer, quand on regarde les compétences principales des intercommunalités principales, vous savez fort bien que métropole, pratiquement la compétence complémentaire qu'on indique, c'est la compétence des routes. Dans le département de la Gironde, il se trouve que personnellement, j'avais traité du transfert des routes départementales à la communauté urbaine il y a maintenant plus de 20 ans. Donc ce sont des éléments qui sont faits. Et dans toutes les compétences, il y a des dimensions différentes. Quand on parle d'eau, l'assainissement, ce n'est pas la même dimension pour traiter la gestion donc de l'assainissement ou la distribution et le problème de la ressource. Quand on parle de déchets, ce n'est pas la même chose de parler du ramassage et du traitement final. Étant entendu qu'aujourd'hui, c'est passé, vous le savez, du département pour le schéma à la région. Alors, je ne sais pas comment, si c'est la dimension pertinente, je ne le crois pas. Et donc, on se retrouve sur les questions d'urbanisme où là, je pense qu'on a écrit à peu près correctement et ça a été redit avec les possibilités de PLUI où on a tous, de toute manière, intérêt à faire le maximum d'études communes au niveau des intercommunalités. On a toujours après la question du développement économique où ce ne sera pas réglé le fait que Métropole l'est exclusivement, mais en liaison avec les régions. Et puis on termine sur la question des transports, où sur les transports c'est plus compliqué parce qu'il y a automatiquement 3 niveaux d'organisation d'AOT qui sont la partie centrale, le département et la région. Donc quand on arrive à tout ça, avec la question des routes montant au niveau régional, bon, il faut essayer de regarder à la fois évidemment la gouvernance, mais aussi de prendre par l'analyse de chaque service au départ. Et donc j'en termine simplement en indiquant que dans la réflexion qu'on avait eue avec Pierre Jarlier, qui avait été rapporteur au Sénat d'une étude sur l'ingénierie, où on avait été auditionné au niveau de l'AMF, donc on avait indiqué qu'il y a des choses qui fonctionnent et qui sont pas mal, avec le fait d'éviter d'avoir une tutelle d'une collectivité par rapport aux autres. Alors cette tutelle peut être une tutelle politique, qu'on le veuille ou non, mettons le département s'il met en place des structures donc d'ingénierie importantes au service des communes, puisque dans le courant de l'année prochaine, tout ce qui est de l'urbanisme ou des permis ne sera plus traité par les représentants de l'État, ou les autres solutions qu'on peut avoir, qui sont bien si dans les intercommunalités, il y a une certaine indépendance entre le président et les services d'ingénierie au service de chaque commune. C'est un élément qui est pas négligeable, ou ce que font un certain nombre de départements avec les associations départementales des maires. Il y a un département qui a énormément de services, qui est celui des Pyrénées-Atlantiques, avec une 50aine de personnes qui mettent en place tout ça. Et nous, en Gironde, on en est à 3 avec des conseils important au niveau urbanisme, dans le cadre de l'association des maires. Et également, pour terminer, nous avons la possibilité, dans la structure du porteur du SCOT, d'avoir du personnel de cette structure qui va participer d'une certaine manière à l'ingénierie, et en particulier à l'ingénierie de développement, d'aménagement, d'éléments de ce genre-là. Donc c'était quelques pistes de ce que les uns et les autres peuvent faire, évidemment en ayant en tête la diversité des cas de figure, mais le fait que dans notre association, eh bien, il faut voir les 2 sujets, donc communes centre et communes en périphérie, mais qui doivent s'inscrire systématiquement dans un cadre de petite centralité. Merci. Merci Pierre Ducou. Je crois que Jean-Michel Maurer, le maire de Trilleport, en Seine-et-Marne, dans la communauté d'agglomération de Meaux, n'est-ce pas? J'ai raison? Oui, absolument. Tu voulais prendre la parole, à toi. Oui, je pense que, en fait, je remercie d'ailleurs les vues théoriques sur l'ingénierie, parce que je pense qu'en théorie, c'est effectivement ce qu'il faudrait faire. Ceci étant, de la théorie à la pratique, quelquefois, il y a une distanciation qui n'est pas que celle des territoires. On peut parler d'espace-temps également, parce que très clairement, si j'ai une conviction aujourd'hui concernant les territoires, c'est qu'on est vraiment à l'aube de grandes métamorphoses. C'est-à-dire que très clairement, le débat actuel sur les périmètres des uns et les compétences des autres, nous sommes en 2014 et je pense qu'il va y avoir encore de l'évolution et une sacrée évolution.
ne serait-ce que celle de la mobilité. Si on parle de mobilité, on se rend compte que le pertinent, c'est le bassin de vie, c'est le bassin de mobilité, c'est l'organisation qui, par définition, peut traverser plusieurs départements. C'est vrai qu'il n'y aura plus de départements, peut traverser plusieurs régions, lesquelles, et peut traverser plusieurs agglomérations qui vont encore modifier. Donc on voit bien que les repères des uns et des autres vont bouger. Par contre, je pense que les risques, on va dire, d'application, de rhétorique, qui vont dans le bon sens, qui font appel à l'intelligence. La pratique, c'est que l'intelligence n'est pas la chose la mieux partagée. La tolérance, l'écoute n'est pas la chose la mieux partagée, notamment dans les relations humaines liées au pouvoir qu'il y a dans toute organisation politique, quel que soit son périmètre et quelle que soit la tonalité politique de la personne telle qu'elle est. Et là, j'avoue que j'ai très peur quand j'entends Maître Buteau sur le coefficient de mutualisation. Alors, je vais prendre un cas bien évidemment au hasard, que je ne connais absolument pas, d'une communauté d'agglomération où vous avez une grande ville-centre, et donc là je me mets dans le postulat de la ville périurbaine périphérique, qui est celle de beaucoup de nos associations, et qui le sera de plus en plus d'ailleurs, au regard de l'évolution des lois et des territoires, mais aussi des conditions matérielles de l'exercice des mandats, etc. Très clairement, pour une méthode de simplification et d'économie dans un premier temps, la ville-centre donne beaucoup d'elle-même au niveau de ses services, c'est-à-dire nous fait partager de l'intelligence remarquable de ses techniciens supérieurs. Ce qui, au départ, est frappé du coin du bon sens, parce qu'avant de définir une infrastructure, des structures, des besoins, etc., autant avoir un bon diagnostic, un bon audit. Sauf que ça se prolonge. Et que, dans nombre de cas, on est dans un phénomène d'aspiration, c'est-à-dire que, très clairement, la vue du territoire se limite des fois à la portée d'une cathédrale ou aux confins de la ville-centre. Et là, on ne parle plus d'intelligence. Là, on ne parle plus d'efficience. Là, on ne parle plus de communes, lieux d'impulsion, etc. On parle de bureau d'enregistrement, à la limite, et encore. Mais quelque part, je ne me pose pas sur ce point de figure, parce que être maire ou pas, je pense que ce qui est important, c'est que les capteurs que nous sommes, les relayeurs que nous sommes, les passeurs que nous sommes à un moment donné soient le plus efficients, quelle que soit notre étiquette, notre nom, maire ou pas maire, par rapport à la population. Et surtout, l'intelligence des territoires fait que quelquefois, elle ne se limite pas au seul périmètre de la ville-centre. Et moi, quand je vois le coefficient, si j'entends parler de coefficient de mutualisation, c'est le bon élève, en fait, pour faire simple, c'est la ville-centre qui donne des missions d'interco à ses services, ce qui fait que ces services, des fois, mettent les problèmes de l'agglo après ceux de la ville-centre, sont rémunérés en grande partie par l'agglo, c'est plus simple et plus pratique, et que le mauvais élève, ce serait ceux qui distancient à des moments donnés. Et là, j'avoue que sur le coefficient de mutualisation, il faut être très vigilant, parce que ça pourrait, on va dire, valider des schémas qui, à mon sens, sont pas les meilleurs. Ne sont pas les meilleurs, non pas parce qu'on dépossède le maire de quoi que ce soit, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter le délire, mais simplement ne rendent pas forcément le service le plus efficient aux habitants de toutes les communes, de tout le territoire. Le petit village de 500 habitants, il a quelquefois stratégiquement un rôle éminent dans une agglomération où il y a une grande ville, et y compris au niveau économique, enfin, etc. Et là, j'avoue que sur le coefficient de mutualisation, il serait bon qu'il y ait des dispositifs qui corrigent certains abus, me semble-t-il. Sinon, sur le reste, je trouve effectivement les intentions d'ingénierie hyper importantes. Il est important de se poser la question des moyens, des ressources, de l'adéquation, des limitations des uns et des autres, mais il faut qu'une agglomération, quelle qu'elle soit, qu'elle s'appelle communauté urbaine ou pas, ne se limite pas à une seule ville. Merci Jean-Michel Morer, et je crois que ce débat sur la mutualisation, il ne fait que s'engager, pose également deux questions complémentaires. La première, c'est que lorsqu'il y a mutualisation et que les services de la ville-centre sont aussi services communautaires ou l'inverse, ça définit des relations financières évidemment entre la ville-centre et l'agglo, des flux financiers qui sont parfois très difficiles à bien comprendre. Parfois, certains parlent de boîte noire. Bon. Puis la deuxième question, c'est que l'autorité décisionnaire, à la fois des recrutements, des avancements, celle qui gère les CAP, c'est le maire de la ville-centre. Donc il y a toujours la question un petit peu de l'allégeance et qui commande. Voilà. Donc toutes ces questions-là ne sont pas résolues à ce stade, et si effectivement on doit accorder à la mutualisation encore plus d'importance qu'elle n'en a,
ça demandera à progresser sur ces questions à la fois de transparence financière, mais également de définition de qui est l'autorité territoriale, qui est l'autorité d'emploi, qui décide. Parce que beaucoup de hauts fonctionnaires territoriaux, dès lors que celui qui décide de leur avancement est le maire de la ville-centre, auront tendance évidemment, et d'autant plus s'il est président de l'agglo, ce qui est parfois le cas et parfois pas, à considérer que le décideur, c'est lui et point barre, et ce n'est pas forcément les maires des petites villes périphériques qui vont avoir le même pouvoir par rapport à l'administration communautaire. Donc ce sont des questions lourdes et sur lesquelles il faut réfléchir et avancer, et notamment par rapport à l'enjeu démocratique là, que je rappelais tout à l'heure. D'autres interventions? Allez-y. Nous avons encore quelques minutes, hein, voilà. Hein. Nous avons notre ami M. Tardy, qui est maire de Lorette, dans la Loire, qui est également trésorier adjoint de notre association, qui a été renouvelée hier. Le micro, je crois, ne fonctionne pas. Oui, merci de me donner ce temps de micro et bonjour à tous. Après avoir écouté avec beaucoup d'intention tout ce qui a pu se dire à la tribune, moi, je vais rester simple. Je vais rappeler les problèmes essentiels et le rôle essentiel d'un décideur. Car je crois que ça, il ne faut surtout pas l'oublier si on veut rester à la tête d'une commune. Le décideur, avant de prendre une décision et de l'appliquer, doit comparer, est-ce que ça va coûter plus cher pour le contribuable, ce que je propose, que ce qui se faisait avant. Car à la sortie, y compris dans nos conférences de maires, pour moi, je trouve qu'on oublie trop souvent qu'il y a ce que j'appelle le cochon de payant, c'est-à-dire le contribuable. C'est vrai qu'au tableau noir de l'école, tout ce que j'ai pu entendre peut fonctionner. Sur le terrain, en réalité, ça ne peut pas fonctionner. Peser, un élu qui a besoin de peser, il pèsera tant qu'il peut représenter un pouvoir de décision financière. Le jour où ça lui sera enlevé, ça deviendra un exécutant, qu'il le veuille ou non. Et aujourd'hui, toutes ces belles réflexions qui se réalisent sur l'ensemble du territoire et au niveau de nos associations d'élus, je ne dis pas qu'il ne les faut pas. Je dis simplement qu'il faudrait peut-être qu'avant de sortir les synthèses de ces réflexions, ceux qui les instruisent devraient passer au moins 1 an à côté d'un maire pour le voir dans sa gestion journalière. Car on peut bâtir des tas de choses, on peut inventer des tas de choses et de services. Il faut savoir tout de suite dire ça va m'augmenter de combien mes frais de fonctionnement. Et ça, on n'y coupe pas. Si on ne veut pas y couper, c'est qu'on n'est pas sérieux ou qu'on n'est pas du tout compétent pour gérer. Aujourd'hui, l'intercommunalité, qu'on le veuille ou non, que ça fasse plaisir à certains ou que ça ne fasse pas plaisir à d'autres, on s'en est totalement écarté. L'intercommunalité, la vraie intercommunalité, car aujourd'hui, c'était dit par mon collègue le maire de Cestas, aujourd'hui, on est dans la supracommunalité. C'est-à-dire que les agglos, les communautés de communes sont tentées à vouloir tout faire, à vouloir faire ce que les maires savent mieux faire qu'elles. Et de ce fait, la vraie intercommunalité, et on veut les détruire, c'était les syndicats à vocation unique. Parce que les syndicats à vocation unique avaient un rôle fédérateur exceptionnel. C'est qu'on était tous d'accord autour d'une table pour réaliser, par exemple, un barrage, pour réaliser, par exemple, une route, un stade, que sais-je. Et que là-dessus, il n'y avait pas de discussion. Mais on avait une vocation unique et on savait qu'on n'allait pas pouvoir en sortir. Donc, moi, j'attire l'attention
à la fois des propositions qui peuvent sortir de nos travaux d'élus, c'est qu'il ne faut pas non plus faire rêver un petit peu trop nos, comment dirais-je, nos techniciens nationaux, pour ne pas dire nos technocrates. Ils ont assez d'idées pour nous, je dirais, nous paralyser la vie. Je crois qu'il faut que notre association, la PVF, ne doit pas quitter sa mission. Sa mission, c'est la défense des intérêts de nos adhérents, de nos communes. Et cette défense des intérêts de nos communes, c'est de ne pas accepter notamment qu'on soit totalement dépossédé de pouvoir, sinon, mademoiselle, nous n'aurons pas la possibilité de peser. Et ce n'est pas l'ingénierie, tout aussi beau que ce soit, et Dieu sait que je l'utilise, qui va faire qu'on pèsera mieux devant le président de son agglo, parce qu'on aura mieux les mots pour lui parler. Devant un élu important, qui a un poids colossal par sa signature, ce qui pèse, je vous le répète, c'est si vous représentez un poids financier. Sinon, le reste, c'est de la bagatelle. Merci à toi pour cette intervention. Voilà, un peu plus haut, là, il y a une demande de parole. Merci. Voilà, je me présente, je suis Jean Roch, je suis maire d'une commune qui s'appelle Toulouge, à côté de Perpignan. 6500 habitants dans l'agglomération, donc Perpignan-Méditerranée. J'ai été très intéressé par tout ce que vous avez dit. Je crois qu'on a abordé, cette table ronde aborde les sujets importants aujourd'hui. Moi, je vais vous raconter rapidement mon histoire. Je suis donc un élu dans une agglo de 36 communes, Perpignan et la commune centre. J'ai le malheur d'être dans l'opposition et c'est une situation très difficile à vivre. Pourquoi ? Parce que en plus de l'importance du monstre agglo, quand on est dans l'opposition, les décisions passent encore plus vite, il y a une opacité qui se fait. Et donc on se sent vraiment étranger à tout ce qui peut se passer, aux décisions qui peuvent être prises. C'est difficile, vous pouvez me dire il fallait être dans la majorité, bien sûr, mais autant dans une démocratie, vous parliez d'enjeux démocratiques, autant dans un conseil général, dans une collectivité territoriale, les compétences sont établies depuis longtemps, on a une opposition, on a une majorité. Dans une intercommunalité, l'intercommunalité gère des compétences dont on nous a dépossédés, ou en tout cas qu'on a confiées. Et on a confié ces compétences dans le cadre d'une mutualisation. Il ne faut surtout pas qu'on ait l'impression d'en être dépossédé. Et je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans ce sentiment-là. Ce sentiment d'avoir confié quelque chose et suivant la situation politique dans laquelle on est, d'en être complètement dépossédé, de ne plus en avoir la maîtrise. Alors ensuite, on peut dire que c'est à cause des techniciens de l'agglo, du DGS de l'agglo, des élus de la majorité, enfin voilà, quoi qu'il en soit, la décision et le pouvoir nous a échappé. Voilà, ce sentiment de dépossession est terrible. Il faut qu'on y travaille. Et ce que j'ai entendu de nos administrateurs, ce sont des choses importantes pour l'avenir. Cette charte de gouvernance, ces outils-là qui respirent l'intelligence. Et c'est vrai que sur certains territoires, on n'en a pas forcément beaucoup d'échantillons d'intelligence. Je crois que ces choses-là, il faut y réfléchir. Il faut voir effectivement de quelle manière on peut passer de la théorie à des mises en pratique. Cette charte de gouvernance, il faut voir qui tient le stylo, qui prend l'initiative de l'écrire, comment on peut rentrer dans ce mode-là. Et à ce moment-là, je crois qu'on avancera de manière pratique et concrète sur le terrain. Merci en tout cas de ces débats très riches. Merci. Alors, Monsieur Roch, vous abordez un autre sujet qui, effectivement, change la donne par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est est-ce que les EPCI sont des lieux de clivage politique ou pas ? Et là, c'est vrai que moi, je fais mien l'opinion d'André Laignel, qui est que les intercommunalités doivent rester des outils au service des communes. Ce ne sont pas
de par la Constitution, des collectivités territoriales supplémentaires. Il y en a un certain nombre, il y a les communes, le département, on en a beaucoup parlé, la région, ce n'est pas le cas des EPCI, même s'il y a le fléchage. Je peux vous dire que j'ai connu un petit peu les deux situations. À Strasbourg, jusqu'à récemment, c'était une des communautés urbaines créées directement par la loi en 1966. Il y avait une logique effectivement de majorité politique à l'agglo et qui fait que les minoritaires étaient dans la situation que vous vivez avec ce sentiment de dépossession. Ça a cessé. Il y a maintenant un accord de gestion entre la gauche et la droite. À la communauté d'agglomération de Mulhouse, dont je suis vice-président, moi je suis de gauche, le président Jean-Marie Bockel, aujourd'hui à l'UDI, nous avons un exécutif qui représente toutes les sensibilités. Et nous sommes convenus du fait suivant. Il y a des clivages dans les communes, gauche-droite, à la région, au département, mais pas à l'agglo. Alors je ne dis pas que dans les couloirs tout est toujours parfait, etc. Mais dans la gestion quotidienne de l'agglo, nous travaillons au-delà des clivages. Et nous le faisons car nous considérons effectivement, premièrement, que nous avons délégué des compétences que nous exercions avant, et que le PCI est un outil au service des communes, même s'il a tendance à Mulhouse comme ailleurs à vivre sa propre vie et parfois à nous donner le sentiment qu'il nous échappe un petit peu. Et je suis très attaché à la dimension non clivante au plan politique de l'agglo. Et je le dis et je le redis toujours, ça me semble extrêmement important, et à Perpignan ce n'est pas le cas, mais je trouve personnellement que ce n'est pas une bonne chose qu'une grande agglo soit gérée sur une base politique et clivante. Voilà. Bien, alors il y avait encore des demandes d'intervention. Et est-ce que vous voulez, Monsieur Détry, voulait rajouter un point? Parce qu'on a parlé de la charte là, de gouvernance. Comment on pouvait la penser? Comment on pouvait la concevoir? Non, je ne voulais pas forcément rajouter un point. Je voulais juste dire que Nathalie nous disait de dater le pas. Sur la question de la charte de gouvernance, juste, effectivement, moi j'ai présenté quelques principes de cadrage qui peuvent paraître un peu théoriques, mais les chartes de gouvernance, elles sont, il en existe au moins une quinzaine en France, elles sont le reflet de situations locales. Ce qui compte, c'est que pour vous, quand vous allez en conférence des maires, vous sachiez que ces outils existent, que dedans, il n'y a pas simplement des grands principes, il y a aussi des principes de décision qui permettent d'acter de minorités de blocage, de veto, etc. Et que ça pousse, ce qui est intéressant dans ces outils-là, c'est qu'ils poussent à repenser en profondeur les modes de fonctionnement de l'administration communautaire pour qu'elle intègre plus le fait communal, et aussi la gouvernance politique pour qu'elle intègre plus le fait communal. Alors du coup, peut-être juste une ou deux questions, parce qu'il faut que dans 7 minutes, on ait fini. Merci. Maître Bluteau voulait également dire un petit mot, et c'est vrai que l'heure tourne, malheureusement, on va devoir bientôt arrêter. Oui, vraiment très rapidement, dans le prolongement de ce qu'on se disait tout à l'heure et des dernières remarques de M. Roch et de M. Homé. Certes, il peut être préférable dans la gestion de l'agglomération qu'on n'ait pas de clivage politique. Pour autant, regardons ce qui se prépare en essayant d'avoir un temps d'avance. Je ne suis pas certain que ces principes que vous rappeliez là, de consensus et négociation au niveau de l'intercommunalité, prévalent à l'avenir. Et j'en veux pour preuve un petit indice. Dans les métropoles, dans cette catégorie toute particulière d'établissements publics de coopération intercommunale que seront demain les métropoles, les 12 ou peut-être 14 métropoles, la loi MAPAM du 27 janvier 2014 annonce que le législateur devra au plus tard le 1er janvier 2017 prévoir pour elle des modalités d'élection particulières. Et nous savons que cela signifie qu'en partie, le conseil métropolitain, conseil communautaire, sera élu, non pas au suffrage universel direct, il l'est déjà partout, avec le principe de la double liste que vous connaissez depuis mars, mais au suffrage universel direct sur la circonscription unique que sera la métropole. Autrement dit, ce que l'on voit poindre avec des indices matériels très évidents, c'est qu'à l'occasion du prochain renouvellement des conseils municipaux en 2020, certaines intercommunalités, à commencer par les métropoles, seront en partie dirigées par des élus de la métropole et de rien d'autre. Or, cela signifie que des listes seront donc concurrentes au niveau de la métropole. Il y aura une partie du conseil de la métropole élue directement et une partie qui émanera des communes. Il y aura donc pour la partie de ce conseil métropolitain des listes qui se seront affrontées et donc très vraisemblablement, encore plus qu'aujourd'hui, une majorité et une opposition claire. Oui, bon, sur ce point, nous verrons bien en 2017 comment les choses se feront, mais je dirais, c'est autre chose. Aujourd'hui, malgré le fléchage qui existe depuis cette élection, la légitimité, elle est d'abord au maire, et il ne demeure pas moins que les agglos sont
je dirais, des démocraties indirectes. Donc c'est vrai que si l'on change de système, alors on peut y être favorable ou pas, hein, les avis sont partagés là-dessus, si une élection au suffrage direct, hors fléchage des agglos, là c'est autre chose. Mais ça demandera ensuite de bien identifier les compétences des uns et des autres, parce que la difficulté c'est que si aujourd'hui le maire est dépossédé de l'exercice concret d'une compétence, par exemple la voirie, parce qu'il est en minorité, eh bien pour sa population, c'est lui qui incarne la légitimité et son habitant ne comprendra jamais que le maire n'obtient pas tel ou tel travaux de voirie parce qu'il a le malheur d'être en minorité dans l'agglo qui va décider concrètement de la reprise de la chaussée ou de l'assainissement. Donc voilà, donc aujourd'hui ça ne va pas, c'est autre chose. Voilà, écoutez, est-ce qu'il y a une dernière petite interpellation parce que je vois que nos amis nous rejoignent et qu'on va se diriger vers la séance plénière de 11h, non ? Sinon, je voulais vous remercier. C'était un débat très intéressant, très riche, qu'on n'a pas épuisé, évidemment. Merci à tous de votre présence nombreuse et de votre attention. Et puis, on vous souhaite une bonne suite d'assises avec à 11h donc cette séance et à 13h, le Premier ministre qui nous rejoindra. Bonne matinée à tous et merci.